Bonjour et bienvenue à Impact Pod, votre clubhouse de rugby pendant ce bon moment où il n'y a pas beaucoup de rugby. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petit groupe. Je suis très content d'être là avec Charlie Bayer. Salut, toujours content d'être là, toujours content d'être présent, toujours content d'être à tes côtés, comme je l'étais en deuxième ligne derrière toi, pilier de ton état. Et on a aussi notre deuxième ligne de Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy. Eh oui, toujours là, fidèle au poste, j'ai pas encore été viré, donc je suis présent avec grand plaisir. Et pour amener la touche féminine dans notre pack, alors il y a Alban Borel des Pink Rockets. Salut à tous, on se retrouve, on ne se quitte plus malgré la situation et tout va bien. Bah écoute, on est super content d'être là avec vous aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. Bah t'as un superbe épisode surtout à nous faire partager Thierry, non ? J'ai eu une super opportunité, c'est de faire un entretien avec Serge Betsen. Serge, pour moi, c'était vraiment le premier joueur de rugby quand j'ai regardé le rugby, je dis c'est qui ce mec? C'est un plaqueur de malade. Oui, Serge Betsen, c'est un joueur tout à fait emblématique des années début des années 2000, on va dire, sous le maillot du 15 de France, puisqu'il a vraiment été un titulaire extrêmement régulier du poste de troisième lignel, et c'est un garçon qui a un gabarit assez standard, mais en revanche qui compensait avec une volonté de faire et une détermination, notamment au plaquage, qui lui a permis vraiment de faire partie des tout plus grands joueurs de rugby des années 2000. Tout ça avec beaucoup de mental, une paire d'épaules. Voilà, moi je dirais que c'est ça, Serge Betsen. Ouais, c'est exactement ça. J'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer Serge, et franchement j'ai trouvé une personne de beaucoup d'humilité, quelqu'un qui a donné beaucoup au rugby, mais qui a aussi reçu beaucoup du rugby, qui a envie de redonner. Moi je pense qu'il a plus donné que ce qu'il a reçu quand même. Alors oui, effectivement, c'est un joueur hors pair, et si vous êtes vraiment fan de rugby, franchement, abonnez-vous et écoutez cet épisode parce qu'il est vraiment fantastique. Oui, bah justement, enfin, c'est bien beau d'appeler les abonnés, mais nous aussi on a envie de l'entendre l'interview, donc si on peut la lancer, on y va. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec Serge Betsen. Bonjour Serge. Bonjour Thierry. Donc nous sommes dans une période extrêmement bizarre avec le Covid. J'espère que ça va bien pour vous et votre famille. Vous êtes en sécurité? Oui, j'habite à Londres. On est tous à la maison, confinés comme tout le monde. C'est vrai que ça fait drôle, c'est bizarre de se retrouver à 5 en permanence, 24 heures sur 24. Mais bon, il faut suivre des règles et respecter ce cloisonnement pour pouvoir justement espérer que cette pandémie s'arrête le plus vite possible. Donc si on parlait de votre vie sportive, donc vous êtes arrivé de Cameroun à l'âge de 9 ans. Est-ce que pour vous, de mémoire, est-ce que c'était comme une aventure? Est-ce que c'était un moment difficile ou un peu des deux? C'était un peu des deux. C'est vrai que la première chose, c'était que je retrouvais ma mère qui était partie 4-5 ans avant moi, et c'est vrai que je la rejoignais. C'était c'était quelque chose de très 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 fort pour moi. Et derrière, c'est vrai que en rejoignant ma mère, c'était une aventure parce que je ne connaissais pas du tout à quoi allait m'attendre. Donc, à la fois, j'avais quitté mes amis d'enfance, et de l'autre côté, je retrouvais quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça faisait peur, mais en même temps, la fierté de pouvoir être avec ma mère était quelque chose de très très fort. Assez vite, vous avez trouvé le rugby. Est-ce que ça aussi, c'était une question de famille ou c'était des amis qui vous a ramené vers le rugby? Ben, c'est forcément des amis. C'est vrai que je suis le dernier de 7 enfants, donc j'avais euh, j'avais envie de faire autre chose que mes frères aînés, et donc oui, rapidement il y a des amis qui je jouais là alors que je jouais dans un stade de Clichy, originaire de Clichy-la-Garenne. Un copain m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait de jouer au rugby? Il m'a rencontré pour la première fois en me disant, est-ce que tu veux jouer au rugby? J'ai dit, pourquoi pas? Je ne savais pas ce que c'était. Et il m'a dit, rendez-vous mercredi prochain. Et donc voilà, un peu comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me dis toujours que c'est un des seuls rendez-vous que j'ai pas loupé, puisque mercredi suivant, j'étais là à l'heure, et voilà, j'y suis resté tout le temps finalement. Et c'est vrai que je dis souvent que
cette rencontre m'a fait découvrir qui j'étais et surtout m'a fait découvrir mon caractère et m'a fait découvrir que j'aimais le collectif, j'aimais être là pour le collectif. Et c'est vrai que cette rencontre a été quelque chose de très très important et m'a permis aujourd'hui de me réaliser et de vivre pleinement ma passion. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais bien en parler. Donc, il y a l'idée de collectif, il y a de caractère. Est-ce que, par exemple, donc vous étiez à Clichy et assez jeune, vous êtes allé à Biarritz, il me semble de 17 ans, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et quand est-ce que vous avez su que, tiens, je suis un peu au-dessous des autres par rapport à mon équipe et j'ai cette opportunité? Quand est-ce que vous avez su que, tiens, j'ai l'opportunité de devenir peut-être professionnel? Non, mais il faut juste se rappeler que à cette époque-là, c'était les années 85, 86. C'était d'ailleurs la coïncidence, c'est que c'était juste avant la première Coupe du Monde en 87. Et donc à cette époque-là, le rugby n'avait pas tous les codes professionnels aujourd'hui. Le rugby était un sport amateur, très amateur, où on parlait pas du tout de professionnalisme. Donc, quand moi j'ai découvert ce sport, la première des choses qui m'a le plus servi, c'était juste d'être avec mes copains, de passer un peu de temps avec eux, et puis un de mes meilleurs amis était en sport-études à la Canale, et j'avais envie de faire comme lui, j'avais envie d'aller en sport-études, et moi au niveau scolaire, j'étais pas aussi calé que lui et donc j'ai dû patienter un petit peu parce qu'à l'époque les sports-études il y avait que des bacs généraux et moi je faisais une bac technologique donc je pouvais pas aller en sport-études mais la volonté première c'était vraiment d'être passionné par le sport et de faire tout ce que je pouvais faire pour être le meilleur dans ce que je faisais dans mon sport et donc derrière du concours de circonstances ont fait que comme je voulais faire sport-études, il y avait un sport-études qui avait le même cursus que ce que moi je faisais, des études technologiques. Donc ces sport-études étaient à Bayonne. Et donc c'est Ah, comme ok. ça que le hasard a fait que j'ai signé à Biarritz grâce aux dirigeants de mon club. Mais la volonté première, c'était d'avoir ce parcours holistique pour découvrir ce que c'est que le rugby et le connaître à la racine en fait. Hmm. Et déjà à cet âge-là, il y avait cette idée d'envie d'être le meilleur. Mais l'idée d'être le meilleur, pas forcément l'idée de connaître ce qu'est le rugby. Parce que je dis souvent que le rugby, quand on est élevé avec une maman seule, j'ai dit souvent que le rugby m'a fait mettre des mots sur les sacrifices que faisait ma mère pour sa famille. Et c'est vrai que le soutien, l'entraide, le partage, euh, être là pour les autres, c'est quelque chose que ma mère faisait pour ses enfants sans le dire. Et je trouve que le rugby m'a permis de mettre des mots sur ces genres d'actions et m'a permis de verbaliser un petit peu ce que je vivais chez moi. Et c'est cette envie de rechercher encore plus quels sont les détails de ce sport qui me plaît tant que je voulais apprendre en fait. Et donc l'apprentissage pour moi est venu de là et la curiosité d'apprendre encore plus dans ce sport est venue de là en fait. C'est beau ce que vous dites. Moi aussi, je suis un moment célibataire et je me suis pas rendu compte de tout ça jusqu'à le moment que moi j'ai eu des enfants aussi. C'est là que je disais waouh, c'est dingue ce qu'elle a fait. Nous on est à deux et de voir tout ce que ma mère a fait, on était juste moi et elle, mais c'est quand même super impressionnant. J'adore votre message là. Donc si je reprends un peu votre carrière, donc vous étiez à Biarritz, vous voulez le donner peut-être le meilleur de vous-même, vous êtes en train d'explorer le rugby à Biarritz, qui est quand même un grand club à cette époque. Est-ce que vous étiez tout de suite sur le terrain ou est-ce que pendant des années, il fallait vous battre pour avoir un peu de temps sur le terrain? On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. C'est vrai que
j'ai eu la chance d'arriver dans une période où le club était un peu en transition. La transition, c'était la fin de carrière d'un monument du rugby français qui est Serge Blanco et tous les joueurs qui étaient de sa génération, Pascal Ondars, euh, Peyo Ontas, David Arrieta, Gouloumé, Eric Gouloumé, euh, Jean Condon, plein de joueurs qui étaient des joueurs assez importants de l'équipe de France, qui ont composé finalement cette première Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande. Et j'arrive comme ça dans un club avec toutes ces stars. C'est vrai que j'étais aux anges parce que à la fois je les connaissais pas tant que ça, mais je suis arrivé dans un contexte où le club était en transition et j'ai une chance incroyable de signer à Biarritz la dernière saison de Serge Blanco, la saison 91-92. Et donc j'arrive en été 91. Ce qui m'a le plus frappé, c'est pas forcément encore une fois le rugby, et autour du rugby. Je arrive, je fais le voyage avec tous mes copains de Clichy, mes meilleurs copains de Clichy, qui m'accompagnent en fait en voiture, puisqu'ils étaient, et, voilà, on était toujours ensemble. Ils m'ont accompagné pour aller à Biarritz pour la première fois, et donc on arrive en été. Je me rappellerai toujours et ça c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. On arrive en plein été, c'était les fêtes de Bayonne. On arrive à Biarritz, c'est la plage, le soleil, le surf. Et je réalise que quand on arrive de la banlieue parisienne et de Clichy, la Garenne, et qu'on voit ce contraste, je peux vous dire que c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué au plus profond. Je me dis, mais je vais vivre ma passion là, dans cette région. C'était juste un cadeau du ciel, quoi. Et sans parler de rugby, de voir ce cadre magnifique, je me suis dit que je ne peux pas louper cette opportunité, je ne peux pas gâcher cette opportunité. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui était assez focus, assez sérieux, mais ça a encore amplifié en moi l'idée que j'ai pas le droit d'échec, j'ai pas le droit de ne pas réussir, quoi. Oui, j'ai pas de regretter. J'adore, j'entends votre sourire quand vous racontez cette histoire et c'est tellement vivide dans votre, même aujourd'hui, je vois bien vous et vos copains dans la voiture, c'est vraiment excellent. Donc, avec Biarritz, quand même, vous réussissez de devenir champion 3 fois, dans le top 14. Justement, cette histoire est importante et j'essaie de la raconter quand je fais des séances de motivational speaking où c'est de dire que en arrivant cette saison-là à Biarritz, je vais vivre la dernière épisode de vie de Serge Blanco et de toute cette génération, Pascal Ondars, Jean Condon, Gouloumé. Il y avait d'ailleurs Richard Jones qui était arrivé au club cette année-là. Ils vont vivre, je vais vivre une saison incroyable de rêve parce que donc moi je suis junior, hein, je joue pas en équipe première, je suis en junior, l'équipe junior et Biarritz réussit à faire les phases finales championnat de France pour essayer de gagner le bouclier de Brennus. Et donc c'est ce fameux match où Biarritz joue contre Toulon en 92, donc match où Patrice Tesser et Yann Delegue et toute la jeune génération battent l'équipe de Biarritz. Et c'est cette année-là où voilà, je vis une saison incroyable, le parcours de Biarritz et je monte à Paris au Parc des Princes, j'emmène ma mère avec moi au stade pour la première fois et c'est vrai que je pleure parce que mon équipe ne gagne pas
Et au fond de moi, je me dis, je le gagnerai un jour ce bouclier. Et voilà un peu comme ça, c'est comme ça que le rêve pour moi commence à me dire un jour je le soulèverai. Et c'est vrai que construire son rêve de cette façon, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai que tout joueur de rugby rêve de soulever un jour ce bouclier Brennus. C'est vrai que j'ai eu la chance inouïe de le soulever à 3 reprises. Vous parlez de rêve, et c'est vrai que tout le monde peut en rêver, mais c'est pas tout le monde qui arrive, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de boulot que vous avez effectivement fait pour y arriver. Vous étiez aussi sélectionné pour les Bleus, donc les 15 de France, plus de 60 fois. Vraiment d'être choisi de représenter sa nation, ça veut dire d'être le top 3 ou 4 dans sa position. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau de performance? Je disais tout à l'heure, c'est que l'appétit vient en mangeant. C'est vrai que il y a quelque chose que j'ai développé dès mes débuts à Clichy, et c'est grâce au club de Clichy quelque part, c'est que la première séance de rugby, c'était le plaquage. Et j'ai dit souvent, j'ai vu que vous avez une fille dans votre équipe de podcast, ce qui est une bonne chose. Et c'est Oui. pour, je dis souvent, en détour, c'est une fille qui m'a appris à plaquer. Super. Et donc, ce geste-là, c'est le geste que j'ai voulu cultiver finalement en moi, parce que c'est un geste d'humilité, un geste de générosité, un geste de partage, parce qu'on met son corps au service du collectif. Et c'est vrai que c'est ce geste-là qui quelque part m'a fait grandir, où j'ai voulu cultiver une différence fondamentale dans ma personnalité et dans ma façon de vivre le rugby. Et je pense que c'est ce geste-là qui m'a fait beaucoup évoluer et m'a fait devenir ce que je suis, et m'a fait voyager à travers ce très haut niveau, parce que j'avais envie de montrer que je pouvais aussi y arriver. En parlant de Alban, en fait, elle avait une question pour vous. Donc, elle joue à Stade Français des Pink Rockets. Elle voulait avoir votre conseil pour assurer un plaquage en toute situation. Ah, bonne question. C'est marrant parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup depuis 10 ans. J'ai créé un programme de rugby qui s'appelle Western Rugby à Londres, et donc j'initie le rugby dans les écoles. Et, et en fait, c'est vrai que c'est un geste qui n'est pas forcément cultivé comme il doit être cultivé auprès des enfants pour les initier. Euh, je dis toujours que il faut plus d'une minute pour pouvoir comprendre le process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans ce monde de process. Et donc, pour apprendre à plaquer à un enfant, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, mais on peut le faire de manière très très fun, de manière ludique. L'idée, c'est pour moi, pour commencer, hein, c'est de pouvoir lui dire euh, que le rugby et la valeur première, c'est de vouloir mettre son corps au service collectif. Et donc, le plaquage fait partie de ces gestes-là. Donc, la première façon de le faire, c'est d'être à genoux, le plus proche possible de quelqu'un qui est devant soi avec le ballon, et puis derrière de se baisser au plus bas, et de pouvoir agripper ses jambes, et le geste en fait que j'essaie d'apprendre à n'importe quel enfant, c'est de pouvoir se dire que il faut qu'il serre ses bras comme si c'était des ciseaux, comme on m'appelait la faucheuse, et de vraiment serrer ses bras pour qu'il rapproche ses coudes l'un contre l'autre, et de pousser avec son épaule, et en même temps qu'il va avancer
quand il est à genoux, normalement la personne tombe. Donc c'est ce geste de ciseaux que j'essaie d'apprendre aux enfants. Euh, et une fois qu'on a l'habitude de ça, on peut pouvoir après commencer à trottiner, à courir vite. Mais tant qu'on n'a pas cette forme d'appréhension du contact pour pouvoir se dire que on va tomber tout en sécurité et sa tête va se retrouver sur le genou de son adversaire, ça pourra comme ça donner confiance à n'importe quel enfant, pouvoir plaquer en sécurité. Mais ça passe par beaucoup d'étapes. Et ces étapes-là, je pense que souvent on les oublie, on ne fait pas attention. Et il faut constamment le rappeler. Et je suis content de voir que la fédération a décidé de mettre des règles pour justement éviter le contact à tout prix et parler d'évitement pour que les enfants puissent s'amuser. Oui, et ça, votre formation aussi, ça les aide à protéger aussi les enfants dans leur plaquage. Mais tout à fait, tout à fait. C'est de la prévention. C'est complètement de la prévention. L'idée, c'est de, souvent quand on se fait mal, on n'y revient pas. Et c'est vrai que c'est la peur des parents. Moi, je suis papa, j'ai des enfants. Je veux que mes enfants découvrent ce sport, mais en même temps, je veux forcément je veux pas qu'ils se blessent. Et donc c'est important de leur donner des outils. Et on le sait. Et je trouve fantastique le travail qui est fait dans plein de pays pour parler de prévention et pour parler de sécurité. On veut pas voir des enfants se blessent, on veut voir des enfants qui prennent beaucoup de plaisir à faire ce sport. Mon fils avait aussi une question, il joue en sa première année en U14 en ce moment, donc il voulait savoir est-ce que vous étiez déjà un bon plaqueur à son âge, à 12 ans, et ce que j'entends, c'est pour vous, le plaquage, c'était votre porte vers tout ce que vous avez fait dans le rugby. Oui, on va dire que j'avais peut-être des prédispositions, mais en tout cas j'aimais ça. Il y a beaucoup d'enfants, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment plaquer et qui aiment cette idée de contact. Et en fait, on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a pas, c'est comment acquérir un skills pour justement que ça devienne seconde nature pour nous et que ça devienne quelque part des réflexes. Et c'est là où je pense qu'il y a un travail constamment des éducateurs, des entraîneurs, des coachs, des parents, que justement ça devienne des habitudes. Le plaquage est un des gestes ultimes que tous les joueurs ont besoin d'avoir. C'est pas comme au football où on peut avoir des attaquants et des défenseurs. Tout le monde, même si même dans le football, tout le monde doit défendre et tout le monde doit attaquer. Il y a des disparités qui sont assez fortes, alors que le rugby, tout le monde, c'est des gestes que tout le monde doit avoir et tout le monde doit être préparé à ça. Ouais, si on revenait un peu à votre carrière de joueur, vous étiez aussi capitaine de l'équipe de France. Est-ce que, pour vous, quelles sont des bonnes qualités d'un bon capitaine? Parce que ce que j'ai entendu, c'est l'idée des sacrifices, c'est montrer l'exemple. C'est vrai que j'ai été il y a des comme ça quand on parle de prédisposition. Oui, j'étais pas forcément prédisposé à être capitaine, et c'est vrai que j'ai été capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Et c'est vrai que la question que j'ai posée la première fois où j'étais capitaine à Biarritz, à mon entraîneur, qui m'a mis capitaine, et j'ai eu la sagesse ou en tout cas la curiosité de lui demander pourquoi il m'a mis capitaine. C'est vrai que je ne suis pas, je suis un des joueurs qui, voilà, qui ne parlait pas beaucoup, très réservé, voire timide. Et il m'a dit, parce que tout le monde te suivra quand tu joues. Voilà, c'est pour ça que je te mets capitaine. Et c'est vrai que je n'étais pas celui qui parlait le plus. Tout ce que je faisais, c'était pour le bien de l'équipe. Et c'est vrai que quelque part,
ça se peut se ressentir, ça peut se voir. On parle toujours du travail invisible et c'est vrai que quelque part mon jeu était un jeu de l'ombre. Et je dis souvent que ce jeu d'ombre que je faisais, c'est aussi par rapport à ma passion au 5 de devant. Je suis quelqu'un qui adore qui adore le 5 de devant par leur sens du sacrifice, par leur sens du dévouement et avoir poussé auprès d'eux depuis pendant 20 ans. Euh, je dis toujours, c'est eux qui m'ont fait briller, c'est eux qui me mettaient dans la lumière parce que le fait d'être toujours au soutien à leur soutien, je leur demandais des choses qui pouvaient, sur lesquelles, voilà, comme j'étais passionné par le fait de chasser le 9 et le 10, il suffisait de communiquer cette envie et de communiquer voilà, cette agressivité et que ça devienne une réalité. Donc, pour moi, c'est un travail d'équipe et ça commence par ce 5 de devant. Et du coup, le fait de quelque part d'être dans la lumière dans mon jeu, c'était aussi pour les remercier et leur dire merci parce que voilà, on n'en parle jamais assez et j'ai la chair de poule encore en parlant aujourd'hui parce que voilà. Ça s'entend toujours. Est-ce que donc ce que j'ai entendu là-dedans, c'est l'idée de montrer l'exemple, c'est l'idée de sacrifice, c'est être humble, mais aussi reconnaître le travail des autres, Et tout à en fait, fait. tout à fait. Parce qu'encore une fois, on est 15, voire 24 sur la feuille de match. Chacun a sa partition, chacun a sa part à jouer, chacun a quelque chose à apporter à l'équipe. Ce n'est pas de profiter du collectif qui est important, c'est que chacun apporte sa différence, apporte sa personnalité au collectif, que justement le collectif en Mm. profite. Et vous avez joué aussi avec des capitaines, Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, qui sont devenus effectivement des managers et sélectionneurs de l'équipe de France. Est-ce qu'un bon capitaine, c'est un bon coach? Oui, oui, forcément, forcément. C'est après, encore une fois, on peut être capitaine à succès et derrière être coach à ne pas avoir de succès. Et il y en a qui sont passés par là et qui n'ont pas eu le succès qu'ils avaient eu en tant que joueur. Donc, je pense que il y a quand même derrière ça une façon, une adaptation à faire. C'est vrai que notre sport est un jeune sport professionnel et c'est vrai que il faut pouvoir avoir compris un petit peu certains aspects du professionnalisme pour pouvoir faire en sorte que ça devienne son métier, passer du joueur professionnel qui a été mon métier. C'est vrai que ce soit Fabien, que ce soit Raphaël, ils ont réussi à se remettre en question en allant coacher tout d'abord en club, en allant coacher des équipes sur lesquelles ils n'ont pas toujours eu tout le succès qu'ils ont eu en tant que joueurs. Et donc c'est une forme de remise en question assez fort et profonde. Et derrière accepter que et c'est ça qui est souvent difficile, accepter que le joueur que l'on était ce n'est pas la même chose que d'être manager, entraîneur, quelque chose de très très important et qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir voilà redescendre un petit peu pour pouvoir être à la portée de ceux pour qui on est coach et être quelque part à leur niveau pour pouvoir les amener à grandir. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et beaucoup de recherche. Et je pense que oui, il y a il y a des anciens joueurs qui sont capables de faire ce travail quelque part d'introspection. Et je trouve que voilà, ça leur réussit par la suite. Et en cela, je pense notamment à un joueur absolument exceptionnel que l'on connaît, qui est pas du tout dans le monde du rugby, le monde du football, Zinedine Zidane.
pour moi, c'est la référence d'un homme, voilà, d'une légende du sport qui a réussi à, à se mettre au niveau des équipes coachées pour qu'ils les amènent à gagner. Et c'est ça qui est un peu, pour moi, voilà, la référence ultime, je dirais, d'un athlète qui passe entraîneur. Et c'est ça qui, moi, me passionne dans ce là et j'espère et je souhaite à Raphaël et à Fabien beaucoup de succès. C'est vrai que ils l'ont démontré dans ce début du tournoi Destination et j'espère que ça va continuer à être de la sorte et j'espère qu'ils auront tout le succès qu'ils méritent. Ce que j'ai entendu là-dedans, c'est l'idée que c'est tout à fait un travail complètement différent, c'est un nouveau métier et il faut se mettre, en phase apprenant, on va dire, en phase où je sais rien, même avec même un grand joueur, et pour dire en fait je connais pas du tout ce métier de coach et c'est là où je redémarre à zéro, pas exactement à zéro, mais je redémarre quelque chose complètement, un autre voyage, un autre journey. Oui, tout à fait. On a joué au plus haut niveau pendant 20 ans. On a quand même une forme de fierté assez importante quand on arrive à rentrer dans ces métiers-là. Et mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se mettre à poil quelque part face à des jeunes athlètes qui ont aussi eux des ambitions, une vision aussi du coach et derrière, c'est de comment trouver cette alchimie pour que justement on puisse les embarquer et les faire rêver. En cela, je trouve que euh, voilà, un coach comme Bernard Laporte, moi en tout cas, m'a marqué dans ça. C'est cette capacité à être proche des joueurs, mais en même temps à être dur avec ses joueurs, qui faisait que il arrivait à en retirer quelque chose. Et je trouve que c'est pas toujours évident dans le monde du rugby. Euh, euh, Francophile, anglo-saxon, c'est différent parce qu'ils ont ils ont, les anglo-saxons dans la culture du coaching, il y a cette sincérité, cette partie psychologique sincère qu'on n'a pas forcément chez nous, dans le côté latin, il y a forcément ce côté domination dans le côté latin que le côté anglo-saxon. Il y a vraiment une réflexion, il y a peut-être aussi derrière une réflexion collective de comment on peut arriver ensemble à faire des choses. Et je trouve que voilà, il y a un travail assez intéressant. Des coachs dans le championnat top 14 ont réussi à le faire qu'on n'a pas réussi à le faire en équipe nationale. Est-ce que c'est ça qui vous avait donné envie d'aller en Angleterre, en fait, cette façon de coacher, ou c'était peut-être, est-ce que c'était parce que Raphaël Ibanez a dit venez goûter les puddings, ou est-ce que c'était quelque chose qui vous avait tiré vers l'Angleterre? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, j'avais comme copain à Biarritz Richard Paul Jones. Et j'avais un autre copain anglais, Maurice Fitzgerald, c'est un pilier, le seul pilier anglais qui jouait du piano et qui chantait du Mozart à Biarritz. Et puis d'autres amis qui habitaient à Londres depuis longtemps. C'est vrai que ils m'ont souvent dit il faut aller à Londres euh, et, et ouais, en ayant fini ma deuxième Coupe du Monde en France en 2007. Je me suis dit que c'est une opportunité de pouvoir aller à Londres, et de surtout apprendre l'anglais et de connaître et découvrir notre culture de mon sport. Le hasard a fait que Raphaël était à Wasps et j'avais une opportunité d'aller jouer à Bristol et je l'ai appelé en disant Raph, voilà j'ai cette opportunité, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit il faut que tu viennes à Londres. Et c'est comme ça que je suis à Londres depuis 10 ans. Voilà, donc oui, il y avait à la fois ces connaissances de l'Angleterre via des amis de toujours et cette opportunité que j'avais avec Raphaël qui m'a dit mais voilà
effectivement à Londres qu'il faut que tu viennes et voilà et je voulais découvrir cette culture pour comprendre justement encore une fois la recherche de la compréhension de mon sport et c'est vrai que du coup je vais dans le pays où ce sport a été créé tout simplement et donc j'ai une opportunité incroyable à nouveau de pouvoir vivre une autre version de mon sport et c'est vrai que depuis que je suis à Londres depuis 2008 et ça a été une expérience incroyable, extraordinaire, à la fois des découvertes d'une autre culture, à la fois de l'apprentissage de la langue et à la fois pour le développement de mon après-carrière. J'aimerais bien en parler après. En parlant de culture, est-ce que vous avez un petit anecdote par rapport à le choc culturel pour vous quand vous êtes arrivé? Le choc culturel, il y en a beaucoup. Hein. Ça va pas se faire en 5-10 minutes. La première qui m'a le plus frustré, c'est d'arriver à l'entraînement et j'ai pris que des vents parce que je voulais dire bonjour à tout le monde. Serrer la main. Ah oui. On serre pas la main ici. Non, du tout. Et on dit pas bonjour. On arrive, on fait ce qu'on a à faire, voilà. Et ça, je peux te dire que c'était une frustration, mais un truc de malade. J'arrivais, j'allais pour dire bonjour, les mecs ils traçaient quoi. Et ça c'était dur. Ça, c'était dur. Je rigole parce que pour moi, c'était sens opposé. J'ai commencé à jouer de foot américain quand j'avais, je sais pas, 27, 28 ans à Asnières, avec les Molos d'Asnières. Et je trouvais ça chouette parce qu'en fait, foot américain, j'avais pas joué pendant 10 ans presque. Et en fait, donc, dans l'autre sens, l'effet fallait serrer la main de tout le monde, je trouvais ça bizarre en fait. Et les gens étaient fâchés si je serrais pas la main ou si j'essaierais... Oh non, c'était horrible. Si j'essaierais 2 fois la main du même gars, il était furax et je trouvais ça trop drôle. Donc pour vous aussi. Ouais, mais c'est vrai que ces aspects culturels, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte, mais c'est tellement, voilà, on vit avec des habitudes, des mauvaises comme des bonnes habitudes, et c'est vrai qu'il faut pouvoir voyager pour se rendre compte de la différence. Mais je suis content de savoir que on était voisins quelque part puisque j'habite à Clichy-la-Garenne et Asnières-Gennevilliers, c'est juste derrière la Seine. Donc voilà, connais un petit peu la ville d'où je suis originaire. Donc vous avez parlé de votre après-carrière et que aller en Angleterre vous a aidé à préparer ça. C'est là où vous avez, en fait, en arrivant en Angleterre, il me semble que vous avez commencé avec Serge Batson Consulting. Ouais. Oui, j'ai créé Consulting en 2009-2010. En suivant, c'est vrai que j'avais pris en gros ma retraite internationale, donc j'avais un peu plus de temps. C'est vrai que je suis arrivé dans un club des Wasps avec une forme de petite liberté puisque je n'avais plus les obligations internationales. Donc j'avais un peu de temps et c'est vrai que ce temps, je voulais le mettre au service du développement de mes activités professionnelles que j'avais déjà commencé à Biarritz. À Biarritz, j'avais créé une entreprise, j'avais un spa. Donc moi j'ai fait une formation STAPS, donc le sport et derrière quand il a fallu penser à être professionnel, j'ai aussi continué à passer des diplômes. Donc j'ai un brevet d'état des métiers de la forme, donc c'est du fitness. J'ai passé aussi brevet d'état de rugby, donc j'avais un peu un background activité sportive, on va dire. Et donc et voilà, j'ai continué à cultiver ça et c'est ce qui m'a amené à pouvoir faire des teams motivational speaker, team building et c'est un peu dans ça que je me suis un peu spécialisé tout en continuant à jouer pendant 3 ans au WAS. Aussi, j'ai l'impression que travailler avec des enfants, c'est important pour vous parce qu'en 2015, vous démarrez Serge Batson Rugby, qui est plutôt des coachings pour des jeunes. C'est vrai que la reconversion est
équation assez compliquée pour n'importe quel joueur. Et moi, j'ai voulu condenser tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière et tout ce qui me passionne quelque part. Et c'est vrai que ma femme étant enseignante de sport, on s'est croisés en stage à Bordeaux, j'ai voulu me dire que voilà, pendant 20 ans au plus haut niveau, j'ai pas eu le temps d'être en famille, j'ai pas eu le temps de voir mes enfants. Donc j'ai créé cette activité parce que elle collait avec quelque part l'agenda scolaire des enfants. Même si ma femme vous dira que elle me voit pas toujours, mais c'est vrai que c'était une façon pour moi de dire que ça me permet d'être au rythme des enfants et de pouvoir voir des enfants. Donc l'idée c'est de proposer des prestations à des écoles primaires parce que les écoles primaires n'ont pas de petits départements et donc ils externalisent de toute façon leur activité, c'est-à-dire qu'ils vont à l'extérieur de l'école pour faire des activités où ils font venir des intervenants. Donc dans ce cadre-là, je rentre dans le même registre et donc moi je suis sports provider, donc j'ai des coachs et donc j'ai créé un syllabus, un contenu pédagogique qui me permet d'avoir des coachs qui coachent pour moi et moi aussi je suis coach level 3. Je vais dans des écoles pour initier le rugby. Donc ma fierté c'est de pouvoir introduire le rugby pour les filles et les garçons avec du tag rugby et de pouvoir développer comme ça des valeurs d'équipe, de respect, des disciplines. C'est vrai que je découvre des enfants qui n'ont jamais joué au rugby, porter un ballon de rugby et on s'est rendu compte à quel point il y a une différence entre les filles et les garçons et le fait qu'à un moment donné remettre les choses à plat pour dire on est là pour faire une équipe, pour jouer ensemble, cohabiter et travailler ensemble. On n'est pas là pour que on se dise que les garçons on est les meilleurs, on est les plus beaux et les filles ne savent pas jouer. On est là pour prendre du plaisir ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez fort. Et je suis fier de pouvoir voir tous ces filles et garçons jouer au rugby et prendre du plaisir à après s'inscrire dans des clubs locaux. C'est vrai que le côté féminin, ça nous intéresse aussi beaucoup à Impact Pot et en fait, on a envie de faire un deuxième podcast sur le parti féminine, mais malheureusement, il y avait Covid qui arrivait, donc il y a un peu mis arrêt à tout ça, donc à reprendre quand le rugby reprend, donc on a envie de faire une émission spécialisée avec Alban et Charlie sur le côté féminine. En parlant de ça, il y a bientôt le Coupe du Monde féminine en 2021, normalement, on va dire. Donc, je pense que les Anglaises sont très très fortes. Est-ce que vous pensez que les Françaises, ils ont une opportunité? Oui, forcément, parce que je sais qu'elles les ont battues récemment. Elles ont battu les All Blacks chez eux, je crois. Où je sais que voilà, les filles font énormément de sacrifices. Elles n'ont pas forcément les mêmes conditions que les garçons, parce que la plupart travaillent ou sont étudiantes et mènent leur vie professionnelle et sportive en même temps. Elles ont toujours cette avance sur nous, multitasking. Mais c'est vrai que oui, il faut soutenir le rugby féminin, il faut pouvoir leur donner les moyens aussi de pouvoir progresser. Et j'espère qu'un jour elles seront championnes du monde. C'est vrai qu'à chaque fois elles sont passées à pas loin. Je me rappelle la dernière d'ailleurs Coupe du Monde qui était en France et la dernière en Irlande où elles perdent en demi-finale contre les Anglaises. Pour moi, elles doivent jamais perdre. Et pour eux, je crois que j'en ai même pleuré. Mais oui, c'est une discipline qu'il faut encourager, pouvoir leur donner les moyens qu'elle mérite. Si Serge Betsen Rugby, ça vous a aidé à être plus proche aux jeunes, Serge Betsen Academy, ça vous a aidé aussi de retourner au Cameroun, parce que bon, si j'explique rapidement, vous avez 5 sites différents en Cameroun où l'accent n'est pas juste sur le rugby, mais aussi sur l'éducation et la santé, et je dirais les jeunes femmes aussi.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que voilà, si on prend les choses dans l'ordre, j'ai d'abord créé effectivement ma société et après j'ai créé la Sage Medicine Academy, l'association en 2004. J'ai fêté les 15 ans l'été dernier à Biarritz d'ailleurs avec les anciens joueurs de Biarritz qui sont venus soutenir mon dîner de charité de gala. Euh, oui, ça fait 15 ans que depuis on essaie de mettre euh, les valeurs du rugby au centre de cette initiative. L'idée, c'est d'utiliser le rugby, euh, mais surtout d'utiliser ces valeurs pour aider les enfants défavorisés à avoir accès à l'éducation et à la santé. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On a donc 5 lieux au Cameroun où on accueille des enfants qui vivent près de ces lieux-là et ils viennent dans nos centres. Moi, un centre, c'est comme une maison, c'est comme un club où il y a beaucoup, beaucoup de sécurité, il y a de la lumière, il y a des enseignants qui viennent donner des cours de soutien, il y a une bibliothèque, il y a une salle informatique, et il y a des activités autour qui permettent à ces enfants de pouvoir se sentir en sécurité, mais surtout accompagnés. Et donc, Mm. on les accompagne scolairement et médicalement, parce qu'il y a aussi une salle, une infirmerie, et avec une infirmière qui vient régulièrement. Et donc, c'est pour moi un écosystème que l'on a développé qui correspond tout simplement à ce que j'ai vécu moi en tant que jeune arrivant au club de Clichy-la-Garenne. Et c'est vrai que cet écosystème permet à ces enfants et ces familles de pouvoir être voilà comme dans une vie normale parce que quand ils vont chez eux, il n'y a pas forcément la lumière, ils mangent pas toujours à leur faim, Mm. ils vont pas toujours à l'école et quand ils sont malades, ils peuvent mourir dans l'heure parce que les parents n'ont pas les moyens pour les soigner. Et donc voilà un petit peu ce que c'est que la Science Medicine Academy. Ça reste voilà une passion de partager et de surtout faire appel à mes anciens collègues de jeu. Et c'est pour ça que derrière j'ai créé les French Legends, une autre association qui rassemble un peu des anciens joueurs professionnels pour justement créer des événements et lever des fonds pour pouvoir soutenir ces actions. Et les French Legends derrière, ce n'est pas que pour la Serge Betton Academy, c'est aussi pour d'autres associations que l'on a soutenues. Voilà. Je me demandais si nous pouvons voir après Covid, est-ce qu'il y aura un match des French Legends? C'est des discussions qui se sont arrêtées, comme beaucoup de projets. Et donc, on verra par la suite. Je vous en reparlerai avec plaisir. Volontiers. J'aimerais bien un autre moment passer plus de temps sur Serge Betson Academy parce que je trouve que l'initiative elle est vraiment magnifique. Je suis curieux de comment vous avez démarré et tout. Et d'ailleurs, pardon, je coupe Thierry. L'association a été immatriculée à Biarritz et j'ai immatriculé l'association dans ton pays, Ah, aux chouette. États-Unis, à Washington DC. C'était une petite question que j'avais pour vous. C'était est-ce que il y a la MLR, le Major League Rugby, qui a démarré assez fort, on va dire plus fort que les autres essais aux États-Unis pour le rugby. Est-ce que vous pensez que le rugby a un avenir aux États-Unis? Oui, forcément. J'ai fait 3 années d'affilée des camps de rugby là-bas au Virginia Military Institute euh, et partout autour de Washington DC. Euh, il y a pas, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il y a juste à voir petit à petit les choses se mettre en place parce que c'est un sport qui va bien aux Américains. C'est un sport qui est, je le dis, complémentaire pour moi au rugby, au football américain. Et je pense que
voilà, le développement du rugby va être phénoménal aux États-Unis. Ils ont des principes de travail au niveau de la remise en forme, au niveau de la préparation mentale, au niveau de la musculation. Donc c'est du copier-coller de tout ce qu'ils savent déjà faire, qu'ils font déjà depuis tout le temps. C'est marrant parce que les premières fois que j'ai vu le rugby à l'écran, c'était en regardant l'équipe de France avec mon ami Théo avec lequel je fais ce podcast, et vous étiez sur l'écran. Et j'ai vu la façon que vous bougez et vous plaquez. J'ai pensé que vous avez joué de foot américain parce que ça semblait beaucoup à un middle linebacker. En foot américain, c'est le mec qui fait de nord et sud au lieu de gauche-droite. Vous étiez de nord et sud dans le sens que aller direct au plaquage, et votre closing distance était vraiment, au closing time, je sais pas comment dire, et votre vitesse de plaquage était vraiment impressionnant. Non, mais moi je suis fasciné par par ce sport justement, et je me dis, j'aimerais vraiment, passer dans l'idée que, voilà, le rugby devrait être un sport qui devrait être plus pratiqué par les footballeurs américains. Et on en a déjà certains qui sont revenus au rugby, hein, des joueurs de football américain qui sont venus au rugby. Et je me dis que amener cette science un peu du plaquage, je pense qu'ils ont commencé à travailler dessus, est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Oui. Parce que voilà, il y a le côté, je me dis, il y a le côté, il peut y avoir beaucoup plus d'efficacité dans le fait de défendre des touchdowns. Je rêverais de pouvoir aider les équipes à défendre des touchdowns. Je trouve que la technique de plaquage est complètement différente. Je suis pas professionnel, hein, mais j'ai joué un peu quand même au foot américain et au rugby. Et au foot américain, j'avais très mal après chaque match parce que même si j'ai beaucoup de protection, j'ai le casque en fer et tout ça, en fait, on vise avec la tête. C'est la tête qui, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais beaucoup de fois, en fait, c'est la tête qui mène le geste. Et en rugby, c'est plutôt, on va dire, c'est l'épaule. Et c'est pas, je pense que, je pense qu'il devrait, je pense qu'ils essaient que les jeunes ne plaquent pas comme ça, mais quand même c'est quelque chose à apprendre. Effectivement, en fait c'est de défaire l'apprentissage de plaquage de rugby, c'est défaire l'apprentissage de plaquage de foot américain pour apprendre celle de rugby, pour se protéger au mieux. Bah oui, tout à fait, mais surtout pour être plus efficace. C'est vrai que quand on voit la vitesse que les gens ont dans le déplacement, il faut juste que ce que tu disais ça dans le tracking, la vitesse de déplacement dans le tracking, ce serait génial. Bon, juste pour finir, j'avais mon coéquipier Théo qui disait, j'ai 2 dernières questions pour vous, qui se posait la question pour vous, est-ce qu'il y a un joueur en particulier que vous avez affronté, qui vous avait impressionné le plus, soit par on va dire sa taille ou son force, ou peut-être pour sa façon d'esquiver? Il y en a plein. C'est vrai que je dis souvent que en tant que troisième ligne, on va faire face à 2 choses, la vitesse et la puissance. Donc j'ai eu quelques blessures au visage qui m'ont rappelé que voilà, il y a des gens plus puissants que moi. Et donc il fallait que je fasse attention. Et donc en cela, des joueurs comme Tana Umaga ou Jonah Lomu, quand on les voyait venir contre nous, il fallait se préparer psychologiquement, physiquement et mentalement. Différemment d'un joueur comme Jason Robinson ou Johnny Wilkinson. Donc l'idée c'est que il y a différentes formes de préparation par rapport aux différents types de joueurs. Il faut pouvoir s'adapter à ces deux. Pour moi, c'est les deux différences fondamentales. Donc oui, Jonah Lomu, mon épaule se rappelle encore. Et Johnny, c'est un des joueurs de ma génération qui m'a fait, je dis avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on a eu la chance que l'un et l'autre on se challenge pour progresser et faire progresser notre jeu. Et c'est vrai que ça a bénéficié à
à tous les fans et ça nous a permis d'évoluer et aujourd'hui je dis souvent que Johnny je lui ai permis de gagner la Coupe du Monde et lui m'a permis d'être le meilleur plaqueur au monde. Serge, je vous remercie vraiment pour ce temps. Pour moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que il faut vraiment, pour jouer à votre niveau, il faut une connaissance de soi qui est vraiment impressionnante, on va dire à la fois physique, mais aussi mentale. J'ai beaucoup apprécié ces mots que vous avez dit par rapport à sacrifice, à les collectifs, à se donner, à montrer l'exemple et vous donnez beaucoup de vous-même. Donc merci de venir donner votre temps ici pour notre podcast. Ça me touche profondément. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, mais merci. J'espère tout simplement que cette situation va s'arranger. Je vais lancer. Je vais lancer un message pour remercier tous les personnels soignants et toutes leurs équipes pour leur professionnalisme. Je vais dire que c'est nos super-héros aujourd'hui et je suis très fier de pouvoir me dire que grâce à eux, il y aura beaucoup de gens et vies qui seront sauvées. Donc c'est vrai qu'on est dans une période compliquée, mais il y a des gens derrière qui travaillent dur pour sauver des vies et il faut pouvoir leur dire merci. Oui, c'est hashtag plaqué Covid. Voilà. Donc merci beaucoup Serge, merci énormément. Merci Thierry et au plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt. Oui, j'ai vraiment adoré cette interview. D'abord, Thierry, je trouve que tu t'améliores de sortie en sortie, donc je sais pas quand ça va finir, mais je trouve ça remarquable. Et je trouve que Serge Betsen, c'est à la fois un grand champion, et on voit aussi que c'est un homme tout à fait charmant et d'une humilité incroyable. C'est-à-dire que dans toute cette interview, il parle très peu de lui, on connaît pas son palmarès, on a passé 1 heure avec lui, il a pas parlé de lui. Il a parlé de ses valeurs, il a parlé de ce qu'il a vécu, il a parlé des amis qui ont compté pour lui, des adversaires qui ont compté pour lui, mais il ramène pas sa fraise, quoi. Il a pas parlé de son nombre de sélections, des années dans lesquelles il a gagné le Brennus et tout ça. Donc je trouve que c'est complètement cohérent avec aussi sa carrière, qui est la carrière d'un joueur de l'ombre. Et puis j'ai beaucoup aimé son parcours humain que je connaissais un petit peu. Moi, je suis né la même année que lui, hein, Serge Betsen. On n'a pas eu les mêmes trajectoires rugbystiques, mais on est né la même année. Je me rappelais, moi, quand j'ai commencé le rugby en 92, on connaissait un petit peu ce gars qui était parti à Biarritz en sport-études, de loin, comme ça, il passait pour un type qui avait du potentiel. Et puis ensuite, il a fait la très grande carrière qu'il a faite. Et je finirais en disant que j'adore aussi le mélange que constitue ce garçon qui est né au Cameroun, qui a vécu en France, qui a porté les couleurs de la France, qui est devenu son pays d'adoption, qui maintenant vit en Angleterre, a l'air d'être comme un poisson dans l'eau là-bas, et qui continue d'aimer le rugby, de transmettre. Et j'ai juste remarqué, et c'est peut-être pas très facile pour toi Thierry, parce que c'est vraiment de la phonétique de langue, et tout à la fin de l'interview il dit à bientôt, et à bientôt c'est vraiment les mecs du Pays Basque, du Sud-Ouest. Donc il a aussi garder tout ce qu'il est, toutes ses racines, et même dans ses langages, dans les quelques mots, on va entendre qui il est et puis qui il est devenu avec tous ses passages. Donc j'ai adoré, chapeau Serge, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai. Moi, il y a 2 choses qui m'ont vraiment marqué dans son interview, c'est à la fois il parle de le rapport qu'il a eu avec sa mère et à quel point la notion de travail qu'il a appris à travers le rugby, l'allier à ce qu'a fait sa mère pour lui, c'était beau. Et il y a vraiment un truc qui, pour moi, le différencie de pas mal de gens qui connaissent la gloire pour de 1000 façons, hein, des acteurs, des machins, des gens qui réussissent en entreprise, des gens qui réussissent dans le sport. C'est que quand on lui parle de sa réussite, très souvent, quand il parle de quand il a signé à Biarritz, quand il parle des titres qu'il a eu à Biarritz, il parle pas de travail et de ce qu'il a amené et de ce qu'il a dû faire pour. Il parle de chance. Il parle de chance. À chaque fois, il dit j'ai eu de la chance de signer à Biarritz. Il dit j'ai eu de la chance d'obtenir 3 titres. Et c'est très fort parce que quelqu'un qui a l'humilité de dire malgré tout ce que j'ai fait pour, j'ai quand même eu de la chance dans mon parcours et c'est la chance qui m'a fait obtenir certaines choses. Ça prouve une grande humilité et personnellement, franchement, ça
ça m'a beaucoup plu, quoi. Il dit pas c'est grâce à mon talent et à mes efforts, non, il dit j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait avoir un parcours de vie de dingue. Et son interview m'a beaucoup ému. Peut-être grâce aux qualités de l'intervieweur aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Oui, mais moi je partage tout à fait vos analyses de ce monsieur, de ce grand monsieur. Il m'a presque redonné envie enfin, on va dire, je l'ai vu un peu comme mon éducateur de rugby et je me suis dit waouh, je buvais ses paroles comme un enfant de 8 ans. Donc je me doute qu'aujourd'hui, quand il dans ses instructions et ses enseignements en tant que coach, il doit avoir une aura qui est assez incroyable. Et effectivement, son parcours de vie, t'as l'impression qu'il a pris vraiment tous les bons côtés et puis il s'est dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est ma vie et je fais avec. Et effectivement, comme tu dis, Charlie, il a rien fait pour, ça lui a un peu tombé dessus, on a l'impression. Puis en fait, il s'y est accommodé, alors qu'en fait, je pense qu'il y a un travail, un calme pour se dire, enfin voilà, pour avancer dans chaque étape de sa vie qui est juste impressionnant. Mais voilà, il n'y a aucune mise en avant et c'est très beau. Moi, je connaissais pas son parcours quand il était plus jeune, donc j'ai aussi découvert des anecdotes très sympathiques et très touchantes. Il rend hommage, j'ai aimé, il rend hommage à ses copains quand il dit je descends à Bayonne avec mes copains, c'est eux qui m'ont emmené en bagnole, c'est extraordinaire. Et il raconte une histoire simple, quoi, qui est l'histoire d'un mec normal. C'est pas Cristiano Ronaldo, quoi. C'est le mec, il achète pas 12 Ferrari, il se fait pas faire une statue, quoi. C'est juste, voilà, il dit moi j'ai vécu, le rugby m'a donné, j'ai reçu. Il parle de cette figure de la mère célibataire qui assume tout, qui est partie d'Afrique en laissant ses enfants derrière. Enfin, c'est ces histoires complètement incroyables. Moi, ça se ressent chez lui. Moi, avec le petit club dont je suis il y a quelque temps, les voltigeurs, les anciens du Stade Français étaient venus faire un match et il y avait eu une collecte. On avait remis un chèque à son association pour le Cameroun. Bon, c'est un type qui continue de donner, quoi, qui est profondément enraciné, donc c'est fantastique. Moi, je suis juste un peu, surpris que Alban t'ait pas relevé que ce qui est génial, c'est qu'il raconte son premier entraînement, c'était le plaquage, ça nous surprend pas tant que ça, et qu'il te rend un petit hommage quand même en disant que c'est une gonzesse qui lui a appris à plaquer, quoi, mine de rien. Oui, effectivement, t'as raison. En plus, c'est la première chose que je vous ai dite. Et non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça, c'est là où l'humilité, je pense, lui a été apprise. Hein, clairement, c'est grâce à cet instant-là. Non, je plaisante, mais non, mais c'est sûr. En plus, je pense que c'est quelqu'un que moi j'avais déjà rencontré sur des terrains rencontré, c'est un grand mot, mais vu de loin sur des terrains de sport universitaire et de rugby féminin. Il a toujours défendu aussi la pratique féminine et je trouve que voilà, c'est important aussi que des joueurs de sa carrure, qui un peu en plus, on va dire, a évolué dans à une époque où le rugby féminin n'était pas forcément encore au niveau où il est aujourd'hui, donc il peut aussi se dire voilà, j'ai pas évolué entre guillemets avec mon temps, et au contraire je trouve qu'il prend le pied et il valorise notre pratique à tous et à toutes. Ouais, j'espère vivement qu'on pourrait reparler avec Serge à un autre moment, parce que comme j'ai déjà vu, il est vraiment superbe comme monsieur. Je voulais lui dire merci pour le temps que nous avons passé. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir un petit tuto plaquage avec mon fils après. Il a passé un peu de temps avec moi pour expliquer quel est vraiment le bon, on va dire un petit des exercices à faire avec mon fils. C'est vraiment un monsieur adorable. Donc merci beaucoup à Serge. Merci aussi à Sébastien et Lionel qui a mis en place l'entretien, donc je les remercie énormément. Et aussi donc n'hésitez pas, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, d'aller à Serge Betsen Academy. Donc c'est sergebetsenacademy.org. Regardez ce qu'il fait, c'est vraiment important, les actions qu'ils ont mis en place en Cameroun, et vous pouvez faire un don bien sûr sur le site, donc je vous invite de faire cela. Donc vraiment, on vous invite tous à écouter, à partager sans limite cet épisode, et on espère que vous le dégusterez aussi bien que nous. Allez les gars, merci, à très bientôt. Merci, bye bye. Merci, ciao. À très vite, ciao les copains.